le levier va pas être l'argent, mais le levier va être la viralité. Maximiser sur l'organique puis faire du payant, c'est la formule idéale. Ouais. Si jamais tu ne le marketes pas bien, tu vas faire 0 vente et donc du coup, personne ne saura que tu existes. Comme on parlait, dans un monde qui bouge autant, ne pas bouger et rester là où tu es, c'est se laisser mourir en fait. Si tu veux aller plus loin, il faut que tu incarnes ta marque et que tu représentes ta marque. Ton business, c'est une extension de toi-même. Ouais. Ça veut dire qu'avant de travailler sur ton business, il faut travailler sur toi. Tu as des haters qui parlent sur toi, etc. négativement, indirectement, ils te font de la pub. Je vais au taf, je rentre, j'ai mes week-ends et c'est déjà bien. Mais derrière ce c'est déjà bien, il y a un autre mot en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur un nouveau podcast où on accueille Manu, une connaissance et qui est devenu un ami que j'ai rencontré ici à Dubaï et il m'aide également sur mon lancement via mon marketing. On pourra vous expliquer ça durant ce podcast. Manu, je suis heureux de pouvoir t'accueillir sur ce podcast avec nous. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour que les gens te connaissent ? Salut tout le monde. Alors moi c'est Manu, donc du coup je fais du marketing digital depuis à peu près 5 ans maintenant. Donc j'ai passé un master en stratégie digitale. Donc du coup j'ai intégré un grand groupe, j'ai pu travailler en start-up pour justement voir différentes stratégies qu'on peut appliquer à différents business quand tu veux vendre un produit ou un service sur internet. Et maintenant l'idée en effet c'est de développer mon agence parce que du coup j'en ai créé une et je viens en aide justement aux gens qui veulent commercialiser une offre sur internet en leur offrant la visibilité dont ils ont besoin. Ok, donc tu sors d'un master, donc tu as été éduqué à l'école en premier lieu. C'est ça. Puis après du coup tu as lancé ton agence. Il y a une vidéo YouTube qu'on peut retrouver sur ta chaîne où tu parles de ton histoire aussi. C'est ça, voilà. Justement parce que moi j'ai eu un parcours on va dire classique et au bout d'un moment j'avais tout simplement senti que j'avais atteint un plafond de verre. Ouais. Et du coup, je me suis lancé solo, j'ai commencé par le dropshipping, ensuite j'ai tout perdu et ensuite je me suis relancé avec une agence. Mais en tout cas, voilà, j'invite les gens à regarder la vidéo sur ma chaîne YouTube pour comprendre un peu plus et avoir justement du contexte autour de mon histoire, quoi. Ok, nice. J'ai voulu t'inviter aujourd'hui parce que le but de cette chaîne aussi, c'est d'apporter beaucoup de valeur, mais pas que sur la vente parce qu'on parle beaucoup de vente, mais aussi par rapport au marketing parce que c'est vraiment lié, on va pouvoir en parler. Peut-être qu'il y aura des désaccords ou on sera d'accord sur des choses, mais c'est vraiment d'apporter le point marketing pour les gens qui vont nous regarder, qui ont un business ou qui veulent se lancer sur le business afin de comprendre pourquoi c'est important, si ça l'est et comment ils peuvent l'utiliser aussi. Donc, très rapidement, c'est quoi pour toi la définition du marketing avec le niveau que tu as aujourd'hui et comment t'aides les gens ? Ok, alors très bonne question. Pour moi, la définition du marketing, c'est la rencontre entre justement ton offre et les gens qui sont potentiellement intéressés, qui peuvent être potentiellement intéressés. Okay. En fait, c'est les stratégies que tu vas pouvoir mettre au milieu pour justement attirer des gens vers ton offre. Donc après, ça peut passer par plusieurs outils, plusieurs techniques. Donc après, bien évidemment, il y a des choses qu'il faut adapter à travers le temps. Tout bouge et il faut rester justement alerte avec toutes les nouvelles stratégies. Mais voilà, c'est ce qui va t'emmener justement à te faire connaître et à ce que ton client cible comprenne exactement où est-ce que tu veux l'emmener pour que tu sois encore plus pertinent à son égard, quoi. Ouais, je comprends. On parle beaucoup et j'éduque beaucoup mes élèves là-dessus, c'est que sur la vente, les comportements d'achat bougent beaucoup, surtout le marché aussi qui bouge beaucoup et les gens sont de plus en plus frileux avec tout ce qui se passe aussi sur Internet. Est-ce que tu penses que côté marketing, la façon dont les gens vont acheter, vont consommer, ça a changé aussi durant ces dernières années et ça continuera à changer? Alors ouais, je pense que ça a totalement changé. De toute façon, on le voyait, avant on était plus sur du marketing classique, voilà, tout ce qui était journaux, tout ce qui était même télévision, etc. Donc maintenant, on a de plus en plus de gens qui ne regardent plus la télé. Maintenant, ils sont... Tu crois à ça ? Ouais, j'y crois, bien sûr. Okay. En fait, il faut juste simplement regarder les chiffres. On a de plus en plus de gens qui sont sur Internet, sachant aussi que les jeunes, justement, qui sont des années 2000, par exemple, ont plus vocation à se retrouver sur les réseaux sociaux que sur la télé, forcément. Donc du coup, on a une population grossissante sur Internet. La télé est un petit peu en déclin, donc il va falloir du coup adapter ses usages, adapter justement sa visibilité pour être le plus pertinent par rapport à sa cible. En fait, c'est l'adaptation. Après, tu vois, le marché est en train de bouger et il faut tout simplement le suivre.
Ouais, je comprends. Et tu dis que c'est intéressant parce que le sujet que les gens consomment différemment, donc beaucoup plus sur Internet aujourd'hui, tu parlais des gens de notre âge, 20 ans, 25, 30. Ouais. Mais selon ta cible, par exemple, tu vas cibler, je sais pas, tes coachs sportifs, tu vas cibler des pères de famille, plus qu'on la cinquantaine, soixantaine. Est-ce que de communiquer sur Internet aussi, c'est le lieu où ils peuvent être parce que tu parlais des gens assez jeunes quand tu faisais... référence à Internet, est-ce que ça reste toujours bien de pouvoir, même si tu as un client cible un peu plus âgé, pouvoir utiliser Internet et le marketing des réseaux aussi? Ouais, bien sûr, parce qu'en fait, je pense aussi, et de toute façon, on le voit avec les chiffres, que suivant les différents réseaux, tu as des tranches d'âge qui sont différentes. Ouais. Donc en fait, il faut tout simplement choisir le réseau qui sera potentiellement le plus utilisé par toi, ta tranche d'âge. Et donc, comment tu peux savoir ça? Déjà, il faut que tu définisses qui est ton client cible, tu définis quel est son âge et tu essaies de définir quelles sont ses habitudes. Est-ce qu'il va plus, je sais pas, sur Facebook? Est-ce qu'il va plus sur Pinterest? Est-ce qu'il va plus sur un autre réseau? Et ça va te permettre de dire, bon bah tiens, mon client, il est là, il faut absolument que je sois là pour qu'il puisse me voir, simplement. Ouais, c'est réel. Parce que moi, quand je vois, par exemple, mon père ou ma mère utiliser les réseaux, c'est vrai que nous, ça va plus être TikTok, peut-être Instagram, Snapchat. Ma mère, elle a aucunement Snapchat ni Instagram. Non. Ça va être plus être Facebook. Donc, elle a Facebook. Voilà, elle a Facebook. Même tes parents ont Facebook. Elle consomme à mort Facebook. Ouais, voilà. Ok, donc pouvoir savoir les habitudes de ton client cible, savoir sur quelle plateforme il consomme, et par rapport à ça, orienter ton marketing du coup. Exactement. Exactement. Tu vas pouvoir orienter ton marketing et surtout, tu vas pouvoir t'adresser directement à ta cible, parce que c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réseaux, il y a des choses qui sont assez novatrices, nouvelles. Voilà, il y a Twitter, il y a Threads, etc. Mais l'idée, c'est quand même de te raccrocher à ce que ton client cible utilise. Ok. Et il y a une question intéressante qui me vient, c'est que tu vois les grosses marques, prenons Coca-Cola, prenons Pepsi, je ne sais même pas si on peut parler de ça comme ça. Mais tu vois, ils utilisent beaucoup encore les chaînes de TV. Est-ce que c'est parce qu'ils ont déjà gagné une certaine confiance et du coup le but c'est de se refaire voir? Et pourquoi ils n'utilisent pas seulement Internet ou les réseaux pour partager et viser leur cible en fait? Parce qu'en fait en marketing on a ce qu'on appelle le top of mind. C'est le fait de toujours rester en fait dans l'esprit en fait de la cible. Là, on parle de marques qui ont acquis tellement de notoriété que simplement avoir la couleur rouge Coca avec justement liseré blanc, tu vas comprendre tout de suite que c'est Coca-Cola. Donc, en fait, on a des campagnes d'acquisition et des campagnes de notoriété. Donc, en fait, il faut bien savoir faire la différence. Notoriété, c'est pour essayer d'asseoir justement sa marque, essayer de revenir un petit peu en mode top of mind au cerveau des gens. Notoriété, on est déjà connu, on a déjà acquéri un certain marché. Exactement. Et donc là, du coup, on va essayer de s'étendre. On va s'étendre sur tous les réseaux, on va s'étendre à la télé, on va s'étendre sur les journaux, avec des influenceurs, etc. Et ensuite, tu as les campagnes justement d'acquisition où là, tu vas essayer d'atteindre du monde qui ne te connaît pas. Donc forcément, c'est différent des campagnes de notoriété, mais le but, c'est de vendre, pour ensuite, plus tard, que tu puisses te lancer un peu en mode notoriété pour acquérir plus de monde. Donc en fait, c'est ça qu'il faut savoir différencier. C'est pour ça que ces grosses marques, en effet, et puis elles ont aussi le pouvoir d'achat, forcément, sur les plateformes. C'est pas le même budget. C'est pas le même budget, forcément, mais du coup, voilà, après, ça parle vraiment de notoriété au global, quoi, bref. Ok, mais selon toi, on peut viser un marché assez gros qu'on ne soit pas à la TV, même si du coup tu dis que la TV ça devient de moins en moins polarisant pour les gens et ils sont d'autant plus sur Internet, on peut quand même acquérir un potentiel gros marché, maximiser sur un gros marché en restant sur Internet sans utiliser la TV, quoi. Exactement, totalement. De toute façon, on le voit aujourd'hui, il y en a qui font des millions et des millions de chiffres d'affaires sans mettre un seul pied à la télé. Aujourd'hui, les choses ont changé, les règles ont changé et on n'a plus besoin d'utiliser les canaux traditionnels classiques pour pouvoir générer du chiffre d'affaires avec son business aujourd'hui, quoi. Ok, et on parlait de budget aussi, et je pense que c'est un sujet intéressant. Tu sais, souvent on se dit, si on a un petit budget, on ne va pas pouvoir concurrencer les grosses marques ou les gros concurrents qu'il y a déjà sur notre marché. Est-ce que toi, tu y crois à ça? Parce que c'est vrai que j'entends beaucoup des gens qui me disent, mais par rapport à tes concurrents, c'est celui qui a le plus de budget, qui va mettre le plus de budget, qui va se faire le plus voir, et donc maximiser son chiffre d'affaires. Est-ce que tu penses même avec un petit budget, pour les gens qui nous regardent, qui veulent lancer leur marketing, ça peut être efficace quand même? Alors, c'est très intéressant parce que du coup, en effet, ceux qui ont du petit budget, le levier ne va pas être l'argent, mais le levier va être la viralité. Et donc, du coup, comment tu deviens viral, il faut forcément avoir les tendances, avoir des choses qui sont assez
récurrente aujourd'hui. Et grâce à ça, tu peux attirer autant de monde qu'une personne qui a payé des milliers pour attirer des gens justement sur sa publicité. Ok. Donc en fait, il faudrait partir justement à l'inverse, se focus sur son contenu, se focus sur le fait d'être viral, de donner de la qualité, de donner justement de la valeur justement à ton audience, au lieu de beaucoup dépenser. Mais du coup, là, tu vas avoir un spectre beaucoup plus grand. Et si jamais tu fais les deux, mais dans le même sens, forcément, tu auras beaucoup plus d'impact qu'une personne qui a dépensé des milliers et des milliers sur son offre. Ouais, je le vois. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui mettent beaucoup de budget et du coup qui laissent de côté ce côté viral, tendance, du coup les réseaux, leur audience, leur communauté qui peuvent avoir déjà bâti. Ouais. Mais pour toi de faire les deux, c'est-à-dire maximiser sur l'organique puis faire du payant, c'est la formule idéale. C'est la formule idéale. Ok. En apportant de la valeur, en essayant d'être authentique, que les gens puissent s'identifier à toi, s'identifier à ton produit et qu'on comprenne tout de suite quelle est ton offre, qu'est-ce que tu vas apporter justement à la personne qui regarde ton contenu pour essayer de convertir tout simplement. Ouais. Ok, donc sans gros budget, on peut commencer à être viral en organique, donc organique sur les plateformes réseaux sociaux, Instagram, Snap, TikTok, bref, où est ton audience, comme on l'a dit au début, maximiser sur ça, sans mettre aucun budget, bâtir une trésorerie et ensuite cette trésorerie la mettre à bon escient, c'est ça? Exactement. Ok. C'est ça. Ok. Et pour les gens qui nous regardent, qui font pas encore de marketing, ou même qui en font, qui ont pu arrêter ou qui en font très peu, c'est quoi les conséquences aujourd'hui de ne pas utiliser le marketing dans son entreprise? Alors, les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais vraiment avoir le truc top pour tout le monde. Si jamais tu le marketes pas bien, tu vas faire zéro vente et donc du coup, personne ne saura que tu existes. Donc en fait, la conséquence à ça, c'est que tu ne vendes pas, tout simplement. Tu vois. D'accord. En fait, les grosses marques qu'on peut voir aujourd'hui, même des marques qui parfois peuvent avoir moins de qualité, elles vendent, elles sont visibles, mais pourquoi? Parce qu'elles font du marketing. Et si jamais tu en fais pas, les conséquences en effet, c'est que tu ne vendes pas et que derrière, tu n'arrives pas à t'y retrouver finalement dans ton business, quoi. Donc c'est hyper primordial de faire un bon marketing, de te lancer, ou même le marketing à ton niveau, hein. Ça peut même être posté, comme on disait, sur les réseaux sociaux, de manière régulière, de donner des informations, donner de la valeur, etc. Ça peut même être juste ça, mais il faut commencer quelque part pour commencer à vendre, quoi. D'accord, ok. Donc c'est un point primordial, même si tu viens de commencer un business. Ouais. Et si des gens lancent un business et sont pas à l'aise, par exemple, je vois beaucoup de gens qui lancent des business mais ils sont pas visibles. Ça veut dire qu'ils parlent pas à leur audience, ils font pas d'ads, ils font rien de tout ça parce qu'il y a cette timidité, parce qu'il y a mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi, mais est-ce que j'ai ma place là-dedans est-ce que tu conseillerais aux gens de passer au-dessus de ça quand même, ou tu peux bâtir un business sérieux sans forcément utiliser ton image, sans forcément utiliser cette possibilité de tout le temps te voir, tout le temps te montrer? Ah, donc là tu parles des personnes qui veulent pas se montrer à la caméra? Ouais, pas forcément se montrer, parce que moi j'ai un avis très tranché là-dessus, c'est que dans l'entrepreneuriat, il y a une zone de confort forcément à casser. Si tu as peur de jugement, si t'es pas à l'aise avec ton image, dans tous les cas, la concurrence va te marcher dessus, parce qu'à un moment donné, il faut bâtir un lien de confiance aussi, et il faut que les gens te voient quand même. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Très intéressant. Aujourd'hui, de toute façon, on le voit, on a un phénomène qui est présent et qui était présent aussi sur les précédentes années, c'est le personal brand. Ouais. Si tu veux aller plus loin, il faut que tu incarnes ta marque et que tu représentes ta marque. Donc après, ça peut pas forcément être toi, ça peut être une autre personne, mais il faut qu'on ait une personne qui soit récurrente et qui représente la marque. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est cette personne qui, dans l'esprit des gens, justement, avec la récurrence, ils vont avoir un sentiment familier justement avec cette personne-là. Ils vont se dire c'est cette personne qui fait partie de telle entreprise. Et donc du coup, je vais plutôt l'écouter parce que la dernière fois, elle m'avait dit un truc pertinent ou j'avais entendu quelque chose de pertinent. Et ce sentiment d'appartenance-là, ce sentiment familier, en fait, c'est ce qui te permet toi de te raccrocher à la marque. En fait, ça te permet de te dire tiens, j'aime bien cette personne, j'aime bien comment elle s'exprime, j'aime bien sa personnalité. Du coup, si jamais elle lance un produit, je vais le consommer. Et ça va être le moyen le plus rapide, le plus simple de créer justement une base de fans autour de ton produit. Après, tu peux très bien le faire aussi, tu peux très bien vendre quelque chose sans être visible toi personnellement, mais tu vas aller moins vite qu'une personne qui va vraiment incarner sa marque et qui va vraiment aller jusqu'au bout pour vendre son truc, quoi. Donc, tout est possible, encore une fois, mais maintenant, si tu veux aller plus loin, en effet, vaut mieux miser sur la personal brand, que tu incarnes ta marque pour aller plus loin.
Ok. Et ne pas hésiter dans cet aspect parce que je sais que les gens, ils ont cet aspect aussi d'un petit peu mendier l'amour, mendier le regard positif des gens. Mais dans tous les cas, quand on se lance, est-ce que tu es ok avec ça que dans tous les cas, il y aura une part de ton audience qui te regardera, mais qui seront un peu tes ennemis, et une part de ton audience qui te regardera et qui seront là avec des potentiels prospects, donc potentiels clients. Est-ce que tu es ok que quand tu te lances, c'est normal que du coup, il y ait cette tranche qui soit faite? Par exemple, on prend un personnage qu'on connaît tous, Cyril Hanouna, sur TPMP. Il y a vraiment des gens qui sont fans de lui et des gens qui le détestent. Voilà, c'est détester que je cherchais. Est-ce que, avant de te lancer, et même si t'es lancé, t'es ok que t'auras ce tranchant qui sera fait, t'auras des ennemis, des gens qui t'aiment, ou tu peux avoir totalement des gens qui sont fans de toi et toute ta communauté est fan, te regarde et t'as que des fans qui sont autour de toi? Alors justement, je pense que, de mon avis en tout cas, je trouve que c'est important et même, si tu veux, primordial d'avoir des personnes aussi qui n'aiment pas. Parce que les personnes qui n'aiment pas, dans tous les cas, si elles en parlent, elles vont pouvoir te faire bénéficier d'une vitrine aussi. Donc comme on dit, forcément, quand tu as des haters qui te mettent des commentaires, quand tu as des haters qui parlent sur toi, etc., négativement, indirectement, ils te font de la pub. Et donc, tu as ce côté-là. Et surtout, au niveau des fans, ceux qui t'aiment, mais ils t'aimeront justement coûte que coûte. Donc, en effet, on a une dualité entre ceux qui t'aiment pas et ceux qui t'aiment. Et ceux qui t'aiment, ils t'aimeront vraiment coûte que coûte. Et surtout, quand tu lanceras de nouveaux produits, ça sera les premiers à en parler, ça sera les premiers à te soutenir et ça sera les premiers à être là justement quand tu te développeras. Donc, je pense que c'est intéressant quand même d'avoir... d'un côté les haters, d'un côté les gens qui t'aiment beaucoup, parce que déjà ça prouve que tu attires du monde, ça prouve que ça peut déranger, et si ça dérange, c'est que ça pousse à la réflexion. Si tu pousses à la réflexion, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher. C'est que tu vas chercher dans des émotions, tu vas chercher dans des contraintes, tu vas chercher dans des choses que les gens aussi peut-être n'ont pas eu, on va dire, l'occasion d'extérioriser ou de se poser la question eux-mêmes, et c'est que tu touches quelque chose. J'ai un avis déjà positionné là-dessus, mais je vais te poser la question. Ça signifie quoi si t'as pas de haters? Si t'as pas de haters, c'est que t'es pas polarisant. En effet, et c'est que tu restes un petit peu dans une petite niche et si tu veux, ton spectre justement de contenu, il est un petit peu trop petit, restreint. Ça veut dire que du coup, tu n'es pas assez développé si tu n'attires pas de haters. Ok, parce que moi, mon avis là-dessus, c'est... on prend l'exemple d'Andrew Tate, on l'aime ou on l'aime pas, mais tu vois, c'est quelqu'un qui a une personnalité très forte et qui va dire ce qu'il pense dans tous les cas. Et je sais que moi, je parle avec des entrepreneurs que je suis qui souvent me disent « Ouais, mais Simon, ça se trouve, si je vais me positionner sur ce sujet ou si je parle de ça ou si je me montre comme ça, qui est mon vrai visage ?» je vais mettre peut-être à l'encontre une partie de ma niche, etc. Mais est-ce que de délaisser sa personnalité, qui tu es, pour avoir un maximum de monde, c'est la bonne solution sur le court, moyen, long terme? De mon avis, absolument pas, parce que du coup, ça dénigre qui t'es, ça dénigre tes vrais principes, et donc tu vas jouer un rôle sans cesse dans ton business. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Je pense que tu dois tout simplement être en accord avec la personne que tu es. Tout simplement. Si jamais tu veux véhiculer une image et que ça te correspond, vaut mieux que tu partes de ce principe-là, parce qu'en effet, si tu triches un petit peu, entre guillemets, ça va se voir finalement sur le long terme, et ça va plutôt après avoir l'effet négatif. Du coup, on va se rendre compte que du coup, tu joues un rôle, etc. Donc, vaut mieux rester naturel, la personne que tu es, et c'est cette énergie au final qui va attirer des gens et qui vont faire en sorte qu'ils seront fans de toi, de ton produit, de ton service. Et en effet, vaut mieux rester authentique, c'est plus intéressant. Puis, on parle même envers le marché, mais même envers toi-même, parce qu'à un moment, de ne pas être aligné avec ce que tu partages ou être en désaccord avec des sujets que tu partages par rapport à la vie que tu donnes, à un moment donné, tu vas te lever le matin, puis tu vas te dire putain, en fait, ça me fait chier ce que je fais, je suis pas aligné, tu vas plus avoir la même énergie qu'au départ, quoi. C'est ça. Et toi, du coup, tu as déjà eu des haters, comment tu réagis justement avec tout ça? Alors, au départ, c'est vrai que quand tu te lances, je pense que tu as toujours cet aspect de comparaison. Donc, tu vas te comparer aux autres et tu as envie d'être un petit peu tout le monde pour avoir, du coup, polarisé, on va dire, une grosse partie du marché. Moi, j'étais dans cet état d'esprit où je vais toucher un maximum de monde et donc je vais parler à un maximum de monde. Mais je me suis vite rendu compte que, c'est pour ça que je t'en parle, je vibrais plus. Tu vois, on est fait d'énergie, on émet des vibrations, et moi je sais que je vibrais plus au niveau où je devais être pour continuer à scaler, grandir en tant que personne et attirer les bonnes personnes à moi. Et donc, je me retrouvais, et ça c'est véridique, avec des clients que je voulais pas attirer. Ça veut dire que
j'attirais à moi des gens qui m'achetaient, mais vu que j'étais désaligné avec le message que je partageais dès le départ pour attirer un maximum de monde, j'aidais des gens qui, dans l'aide que je leur apportais, ça matchait pas, l'énergie était pas bonne, on n'avait pas la même vision, et tu vois, c'était désaligné à un moment donné. Donc, à un moment, je me suis dit, je vais jouer de ma personnalité. Moi, je sais que j'ai une grosse énergie, j'ai une grosse positivité, j'envoie du lourd, j'aime bien déranger les gens. Et depuis que je fais ça, j'ai quand même des gens qui sont contre moi. Je reçois des messages sur Instagram. Dernièrement, j'ai reçu un message sur Instagram. C'était quoi? On m'a écrit... je sais plus, parce que je fais un événement bientôt et j'ai invité des intervenants à cet événement. Ouais. Où je parlais de quelqu'un d'autre, je sais plus. Et il y avait un intervenant que j'avais mis en avant et j'avais fait du MLM avec cet intervenant. Ouais. Et j'avais eu des messages de haters qui m'avaient dit « Ouais, mais tu mets en avant les sociétés pyramidales, les gens qui font de la pyramide, ouais, je te vois plus pareil, tu vois. Okay. Mais ça fait partie de mon parcours, donc soit je l'assume, soit je le renie. Mais ça fait partie de moi. Et il y en a beaucoup aussi qui jugent le fait que je mette beaucoup d'énergie. Genre, Simon, calme-toi un peu, Simon, tu vas te mettre des gens contre toi. Mais... en fait, c'est qui je suis. Ça veut dire c'est soit je me restreins et je fais du bien au monde, mais pas à moi, soit c'est qui je suis, tu vois. Donc tu préfères rester en accord avec toi-même. Je préfère rester en accord avec moi-même et je pense que ça plaît à des gens, tu vois. Il y a toutes sortes de coachs, tu vois. On va prendre un contraste de ouf. On va prendre David Laroche qui est dans le coaching et un autre qui va être dans le coaching plus américain. Grant Cardone, par exemple. Grant Cardone, ouais, par exemple. C'est le contraste complet. Ouais. Il y a des gens qui vont adorer David Laroche. Ouais. Et il y a des gens qui vont adorer Grant Cardone, mais le public de Grant Cardone n'est pas celui de David Laroche. Pas du tout. Et pourtant, les deux font des millions d'euros. Ouais. Tu vois ? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que qu'importe qui tu es, si tu es vraiment toi, je pense que tu vas parler au public que tu veux vraiment viser, tu vois ? Ouais. Et bon, je te le demande, mais je pense que tu en as aussi au niveau où tu es. C'était quoi le dernier haters que tu as eu, c'est quoi les pires critiques que tu as pu recevoir à ce propos ? Alors, moi je suis face à des haters un peu particuliers que je pense toi tu ne vas pas trop avoir. Ça va plutôt être lié au racisme, tout ça. Ah ouais ? Ouais, au racisme. C'est vrai ? Ouais. Ok. Ouais, donc par exemple, tu vois, je suis arrivé à Dubaï récemment et je recevais des messages où tiens, bon débarras, restez-y, amène tes frères avec toi, etc. Tu vois, des choses. Ah, moi je fais pas face à ça. Voilà. Ouais, je comprends. Tu vas pas faire face à ça, donc voilà, Carrément. c'est majoritairement le genre de choses que j'ai reçues. C'est fou, Ouais. c'est fou. Et on le voit dès le départ quand tu me parles de ça, ça englobe un vrai problème de ce pourquoi les gens ne réussissent pas ou n'y arrivent pas dans la vie. C'est que ils ont une mentalité où ils ont des avis, ils sont fermés sur ces avis et ils essayent pas d'aller chercher plus loin en fait. Ouais, parce que c'est ça. j'aurais pu me dire moi aussi, ouais mais du coup j'ai que des amis blancs, pas blacks. Mais à un moment donné, si je parle à un black qui peut m'apporter et qu'il a vraiment de la valeur et que ça peut devenir un vrai ami, tu t'ouvres à plein d'autres choses en fait. Tu vois ce que je veux te dire ? Mais c'est ouf. je pense aussi que c'est la peur de l'autre, tu vois, les gens ne connaissent pas et quand tu connais pas l'autre finalement en face de toi, tu as des a priori et si tu n'apprends pas à aller au-delà de ces a priori, donc avoir un gros mindset qui te dit tiens au final tout peut se développer, tout peut se construire et puis tu peux aussi avoir des idées qui changent avec le temps. Si t'es pas dans cette optique-là, en effet, tu vas pas évoluer. Et en effet, c'est le problème de certaines personnes qui sont aussi en train de critiquer, tu vois, le fait de lancer un business, etc., que pour eux, c'est pas possible. Voilà, tu vois, tu peux pas faire grand-chose, si ce n'est que juste faire toi ce que tu fais le mieux possible et essayer d'avancer, quoi. Mais il faut pas tenir compte, en effet, de toutes les critiques, parce que sinon, tu n'avances plus. L'idée, c'est que si tu donnes de l'énergie, enfin, je pense, si tu donnes de l'énergie à ces sujets, etc., de toute façon, ça sera toujours un combat perpétuel, parce que eux resteront basés sur leurs idées, et toi, tu as une idée, en fait, c'est une confrontation constante qui amènera à rien. Ça doit venir de lui, en fait. Exactement. Ouais, 100%. Mais c'est une grosse caractéristique qui distingue les gens qui sont restés coincés dans une période, dans une époque où c'était comme ça, c'est comme ça, et donc ça le restera. Et c'est pire que tout. Hein. Et dans tout dans la vie, tu vois, récemment, il y a mon père qui est venu ici à Dubaï, et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça, c'est que lui, il a eu sa boîte, il a repris la boîte de son père dans la serrurerie-métallerie à Paris. Et donc, mon grand-père, il avait monté sa boîte d'une certaine façon où c'était à l'ancienne époque, tu vois. C'était, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout le marketing en ligne qu'on peut avoir. Et donc, il a repris cette boîte et il est resté basé sur
j'utilise pas les réseaux. Je ne communique pas avec le monde extérieur et je reste local dans ma ville. Et en fait, il est resté coincé, et c'est pour ça que je parle de ça, il est resté coincé dans ces schémas de c'était comme ça avant, donc ça reste comme ça. Mais dans tout sujet. Et on a été à la plage vers Abu Dhabi, il a rencontré des jeunes qui étaient dans le même secteur qu'eux et qui leur disaient mais nous on s'est développé, on a développé les réseaux, on a développé notre communication, on est de Paris aussi, mais on a aussi des chantiers dans le sud, dans le haut de la France, en Suisse, en Belgique et tout. Et mon père, ça lui a fait un déclic et il s'est dit mais c'est vrai que j'aurais pensé à ça depuis longtemps et je ne serais pas resté enfermé dans les schémas de je travaille avec les locaux, je ne me développe pas parce que les locaux ça suffit et ça fonctionne comme ça. Ben, son entreprise aurait pu prendre une autre ampleur, tu vois. Et ça reste resté coincé dans ces schémas de c'était comme ça avant, donc c'est comme ça maintenant et ça restera comme ça. C'est ça, tu vois. Mais dans tout sujet. Hein. C'est ça, mais en fait on parle aussi de peur aussi du changement. Tu sais, même moi aussi, même au sein de mon agence, on a des clients qui voilà, sont plutôt dans le BTP, etc. Physique, dans le business physique. Et ils ont aussi cette peur d'investir dans Internet. Pourquoi ? Parce qu'ils ont aussi l'image de tiens, si je mets ça dedans, c'est un petit peu de l'arnaque, etc. Des pubs, tout ça, je comprends pas. En fait, c'est simplement la peur du changement. Mais une fois que tu casses cette barrière de la peur du changement, justement, tu vois que le champ des possibles est juste énorme, quoi. Finalement, tu peux avoir un business physique et si tu restes local et que tu ne te mets pas sur Internet, au bout d'un moment, malheureusement, tes concurrents vont commencer à le faire et tu vas être en déclin de plus en plus. Donc, il va falloir vite prendre le changement pour que tu puisses... c'est clair. Je crois que c'est Einstein, si je ne me trompe pas, c'est Albert Einstein qui disait c'est de faire toujours les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents. C'est ça qui est le plus fou, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et derrière un changement, il peut y avoir des erreurs qui sont faites. Mais par contre, ça t'ouvre le champ des possibles sur ce que tu ne voyais pas avant. Et c'est ça, je pense, le principal. C'est de s'ouvrir à ce que tu ne voyais pas avant pour prendre d'autres chemins. C'est ça. Et quand tu parles des gens que tu suis, là, donc c'est plus dans des entreprises physiques qui ont du mal à se mettre sur Internet, forcément, parce qu'ils ont toujours fonctionné comme ils fonctionnaient. Tu vois qu'il y a une certaine tranche d'âge qui ont peur du changement ou c'est un peu globalement tout le monde ? Oui. À partir, allez, on va dire à partir de 35, à partir de 35, À partir de 35, voilà, Internet, tu vois, on commence à se poser des questions. Tu vois, après, parfois ça peut être l'inverse, parfois, tu vois, là, je te parle vraiment de généralité. Tu vois. C'est global. global. À partir de 35-40 ans, en effet, c'est des personnes qui ont eu des business avant, ça marchait très bien avant. Tu avais le bouche à oreille, tu avais les journaux, la presse locale, etc. Ça marchait très bien. Sauf que maintenant, comme je te disais, les règles ont changé. Et si jamais tu ne te mets pas à la page, en effet, tu vas te faire dépasser par un concurrent qui, lui, fera les bonnes choses. Tu vois. Et voilà, l'idée, c'est ça, tout simplement. Comme on parlait, dans un monde qui bouge autant, ne pas bouger et rester là où tu es, c'est se laisser mourir, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, tu as plutôt intérêt à ne pas te laisser mourir, à t'adapter pour pouvoir justement atteindre, et même aller plus haut finalement, tu vois, tu pourras même atteindre des gens qui ne sont peut-être jamais passés dans ta ville, tu pourras atteindre des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi, et tout ça grâce à quoi ? Grâce à la puissance d'Internet, quoi. Donc on a un outil qui est fou, je trouve aujourd'hui, c'est qu'on peut être au nord de la France et atteindre des gens qui sont dans le sud de la France et leur vendre des produits, ce qui est quand même incroyable, donc autant l'utiliser et ne pas laisser cette opportunité passer, quoi, tu vois. En fait, il y a deux parties. Quand on voit dans la consommation d'Internet, c'est toujours les deux mêmes parties. Hein. Il y a celui-là qui va être acteur du spectacle et il y a les gens qui vont regarder le spectacle. Et dans le sens d'Internet, c'est qu'il y en a qui vont consommer et il y en a qui vont servir d'Internet pour produire vers les gens qui consomment et qui vont acheter, du coup. C'est ça. Et si tu es dans la partie des gens qui consomment, faut se poser des questions parce que du coup, c'est toi le produit et c'est toi qui achètes, en fait. C'est ça, si tu ne produis pas, en tout cas. Ok, j'avais une question aussi à te poser quand je regarde ma fiche là. On est à Dubaï aujourd'hui, voilà, c'est clair, net et précis. Toi, tu es arrivé il y a un petit peu moins d'un an, en tout cas installé, même si tu avais fait quelques voyages ici auparavant. Dans ton business, concrètement, le positif comme le négatif, qu'est-ce que ça a apporté de plus dans ton business ? Qu'est-ce que ça a changé dans ton business de venir à Dubaï ? Ce que ça a changé le plus, incontestablement, ça serait le réseau. Ok. Le réseau, tu connais beaucoup plus de monde ici, du coup ça va beaucoup plus vite, tu échanges beaucoup plus, donc forcément tu as des opportunités qui se présentent à peu près partout. Voilà, donc maintenant l'idée en effet c'est de travailler toujours en accord avec toi, ce que tu peux promouvoir, ce que tu peux offrir aussi à tes clients, mais ça va très vite. Voilà, on est vraiment dans un endroit où tu sens qu'il y a une émulation de gens qui arrivent,
qui veulent aussi atteindre des sommets, qui veulent aussi atteindre de super perfs avec leur entreprise. Ouais. Et c'est ce que ça a changé, quoi. Clairement, tu te retrouves dans un endroit où tu as beaucoup d'entrepreneurs, des gens qui foncent. Et c'est cool, du coup, c'est hyper inspirant. Et toi, ça te pousse aussi à te développer, Ouais. à revoir tes offres, même à aller plus loin finalement dans ton business, tu vois. Et ça, c'est hyper intéressant. Et on parlait d'ouverture juste avant. Est-ce que tu vois une différence dans la consommation du marché FR où tu étais avant et le marché de Dubaï par rapport aux clients que tu as ici ou aux clients que tu avais en France auparavant? La différence entre les clients? D'ouverture d'esprit, par exemple, des mecs qui sont dans le physique ici, oui. Est-ce qu'ils vont avoir plus de facilité à s'adapter aux changements? Ouais, bien sûr, parce que ceux qui ont des business physiques ici, ils savent déjà que... Ils sont tous sur Internet. Voilà, c'est ça. C'est indispensable. Ouais. Pour eux, quand ils arrivent ici, qu'ils ouvrent, que ce soit un resto, un salon de coiffure ou peu importe, ils savent que ça va passer par les réseaux, ça va passer par Internet, etc. Donc ça, tu n'as pas limite besoin de le rabâcher. Du coup, c'est limite une partie du travail qui est déjà faite. Ça fait partie de l'âme du business. Ça fait partie de l'âme du business. Alors que en France, il y a des secteurs, tu vois, où les gens ne savent pas encore vraiment qu'il faut absolument se lancer, sinon tu vas être dépassé. Mais en tout cas, ici, il n'y a pas du tout de... Cette question ne revient pas, quoi. Je comprends. C'est sûr, on doit le faire. Et puis c'est pas est-ce qu'on doit utiliser ça, c'est on va utiliser ça, juste est-ce que tu es la bonne personne pour nous? Exactement. Ouais, je comprends. C'est ça. Et factuellement, au niveau de tes chiffres, est-ce que tu as vu un pump aussi quand tu es arrivé ici? Ou... Ah oui, il y a une grosse... Oui, ça a été exponentiel. Oui, il y a un pump depuis qu'on est arrivé, ça c'est clair et net. Après, encore une fois, il faut aussi, derrière ce pump, pouvoir s'armer, pouvoir délivrer, se staffer, pouvoir délivrer. Parce que là, du coup, on commence à avoir beaucoup de demandes. Et donc, maintenant, je vais commencer même à refuser des personnes. Parce que du coup, en effet, là, il y a beaucoup de choses. Mais ça a un sens par rapport au pouvoir d'achat des gens à Dubaï que ça va plus vite? Ou c'est parce qu'ils ils s'adaptent beaucoup plus vite et il y a de nouveaux business qui voient le jour souvent? C'est par rapport à quoi? Au pouvoir d'achat? À la vitesse où ça va C'est plutôt à la vitesse. Ah, ok. Plutôt à la vitesse. C'est que du jour au lendemain, un mec peut avoir une idée. Ouais. Et il va la lancer parce qu'il a les fonds directement, tu vois. Donc ça va dépendre aussi surtout de la vitesse. Ouais. Ok, nice. J'aimerais aussi parler de Dubaï parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent et c'est vrai que quand tu es un petit Français qui regarde ça à la télé, bon, tu as l'image de Dubaï qu'on te fait voir sur les médias. Et on connaît tous l'aspect des médias, c'est de faire du chiffre, c'est une entreprise, on va pas se le cacher. Donc l'idée, c'est juste d'attirer l'attention un maximum et faire que le consommateur consomme du coup. Toi, tu as vu quoi comme différence entre le Dubaï que tu voyais à la télé? Bon, tu y étais déjà venu, hein, mais le Dubaï que tu voyais à la télé et le Dubaï quand tu y vis, c'est quoi les réelles différences? Alors, au final, quand tu y vis, déjà, tu rencontres des locaux, tu rencontres des gens qui y sont nés, et du coup, tu as une toute autre image. C'est vrai que de l'extérieur, et après, c'est malheureusement l'image que la France veut véhiculer de ça, c'est que tu as l'impression qu'il n'y a que des influenceurs partout, que tu arrives, influenceur, une ville d'influenceurs. Sauf que quand tu arrives ici, déjà, t'en vois pas. C'est clair. T'en vois très très peu. J'en ai déjà vu, mais moins qu'on te montre à la télé. Voilà, beaucoup moins qu'on te montre à la télé. Donc déjà, première chose. Et puis aussi, tu as l'impression que Dubaï, pour vivre à Dubaï, il te faut 10 000, 15 000 euros par mois, c'est un vrai sujet. etc. Non, en fait. Mais clairement non. Tu peux avoir une vie totalement normale à Dubaï. Si jamais tu te débrouilles bien, tu peux même vivre pratiquement pareil qu'en France, sachant en plus que les prix en France augmentent, donc après les prix aussi à Dubaï augmentent, mais après tout dépend aussi du lifestyle que toi tu as. C'est sûr que si tu sors tous les jours, si tu vas tous les jours au restaurant, etc., tu vas pas t'y retrouver, mais si jamais tu restes modéré, tu peux avoir une vie qui est tout à fait la même qu'en France, quoi. Donc après, tout dépend de toi, ton style de vie, et tout dépend aussi de toi, ce que tu veux faire. Ouais, c'est réel. C'est réel, cependant, je pense aussi que c'est vrai que tu peux avoir un train de vie modéré, mais il est vrai que je pense que ton lifestyle a pour ambition d'augmenter quand même parce que forcément, tu vas développer un nouveau réseau, de nouveaux contacts et forcément, tu vois, tu vas dans d'autres sphères. Et donc, forcément, quand tu sors, ça peut rapidement aller beaucoup plus vite qu'en France. Alors, tu peux avoir le train de vie modéré, mais c'est vrai que vu que tu as d'autres contacts, vu que tu as d'autres opportunités, vu que tu côtoies d'autres sphères, je pense que c'est quand même important de quand même te sécuriser. Pour moi, je pense que il faut quand même un bon billet de 5 000 euros, alors sans trop sortir, 5 000 euros, mais si tu commences à côtoyer de vraies sphères, de vrais contacts et que tu commences à te faire un vrai réseau, 5 000, ça commence à être rush, non? Ouais, mais après,
tout dépend aussi de la sphère. Parce que là, si on parle justement des gens qui regardent la télé, Dubaï, etc., donc en général, je te parle vraiment en généralité, pas la globalité, c'est des gens qui ont un boulot et pas qui sont entrepreneurs. Donc en effet, quand tu arrives ici en tant qu'entrepreneur, là, tu te retrouves dans des sphères où tu as des gens qui gagnent des milliers, des millions, voire par mois. Sauf que si tu arrives en tant que justement salarié, tu vas te retrouver justement dans une boîte où tu vas rencontrer d'autres salariés et en effet, tu auras une sphère qui sera peut-être plus raisonnable déjà en termes de dépenses. Donc du coup, tu pourras plus te retrouver dans la vie à Dubaï parce que forcément, ça sera des gens différents, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Ok, nice, très bien. Est-ce que par rapport à Dubaï aussi, le fait que tu sois à Dubaï, je sais que je te pose la question parce que je sais que toi, c'est un train de vie que tu aimes beaucoup ici, on en parle souvent et t'adores. Le fait d'être à Dubaï, on parle de professionnel, mais dans la vie personnelle, est-ce que tu vois un changement aussi ? Est-ce que tu penses que tu as changé aussi ta manière de vivre personnellement ? Est-ce que tu as changé ta manière de consommer aussi par rapport peut-être à des activités, tes sorties ? Est-ce que ça a changé ou globalement, ça reste un peu la même chose ? Alors, forcément, comme on disait, tu rencontres des sphères, tu rencontres des gens, etc. Et puis, quand tu arrives à Dubaï, tu es dans une nouvelle ville. Si tu restes chez toi, il ne va rien se passer, tu vas rencontrer personne. Donc voilà. Donc moi, j'ai eu la chance, quand je suis arrivé, de rencontrer beaucoup de monde. Mais pourquoi ? Parce que j'allais à des événements, j'allais aux différents restos, etc. pour aussi rencontrer des gens. Et donc forcément, ça a changé dans le sens où je sors beaucoup plus. Forcément, je sors beaucoup plus pour connecter avec les gens. Après, en termes de consommation pure et dure, pas forcément. Donc après, ça va dépendre quoi, tu vois. Mais oui, c'est sûr, on sort plus, on consomme plus dans les activités parce que voilà, on est là aussi pour se faire des contacts, etc. Donc ça, c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, c'est le changement. Ouais. Globalement, pour toi, c'est les mêmes prix qu'en France. C'est-à-dire que tu peux bouffer au resto, manger au resto, tu peux t'en tirer à 50 balles, allez, je sais pas, même 50 balles, 70 pour 2 personnes, quoi. Ouais, large. Entrée, plat, dessert. Entrée, plat, dessert, ouais. Large. Ok, en plein Dubaï. En plein Dubaï. Ok. Tu peux le faire. Après, ça dépend du resto, hein, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Mais voilà, tu vois, ça, je le savais pas. Moi, avant de vraiment vivre ici, j'ai vu qu'il y avait des restaurants. Même tu vas chez l'Indien, tu manges pour rien du tout. Bah, ça me rappelle, tu sais, quand on avait été travailler. À l'espace coworking, je sais plus le nom. On avait travaillé à l'espace coworking. À Work Bay. Ouais. Et juste à côté, il y avait un Indien. Un Indien, ouais. Je me rappelle parce que c'était spicy et ils n'arrivent pas à comprendre le pas spicy ici. Ouais. Et c'est vrai qu'on avait mangé à deux. Ouais. Mais en plus, c'était des bons plats. Hein. Le rice, il était énorme. Il était comme ça. Hein. Ouais. Je crois qu'on avait consommé pour 15 €, ouais. Ouais, 15 € à deux. À deux, c'est vrai. C'est ça. C'était un kebab, quoi. Ouais. Et quand tu arrives à Dubaï, avant que j'arrive, moi, j'avais pas du tout connaissance de ça. Puis quand je venais avant, c'était plutôt aussi en mode touriste. Donc, tu faisais les lieux les plus cotés, les plus connus, etc. Histoire d'eux. Mais au final, non, quand tu arrives ici, tu te rends compte que tu peux vivre pour beaucoup moins. Après, encore une fois, tout dépend de ce que tu veux, ton lifestyle, etc. Mais c'est possible. Tu vois, déjà, c'est possible. Ouais. Et une question qui est importante quand même, parce que je pense que beaucoup de gens se le demandent. Ouais. Quand tu commences l'entrepreneuriat, tu te poses beaucoup de questions sur est-ce que tu restes en France, pas en France, par rapport à plein de choses. Ça peut être les impôts, ça peut être par rapport à la mentalité, plein de choses. Bon, si tu fais partie de la même mentalité que les gens qui y sont, tu le vois pas. Mais souvent, quand tu rentres dans le business, tu es voué à changer ta mentalité. L'idée, c'est de savoir, quand tu commences un business, est-ce qu'il est mieux pour toi de te sécuriser en restant en France et développer ton business en France afin d'atteindre un certain chiffre et du coup, ensuite venir peut-être à Dubaï ou pouvoir faire en sorte de venir à Dubaï, même si ton business n'est pas assez développé, pour attendre une croissance sur ton business. Tu vois ce que je veux te dire ? Ouais, je vois très bien et je pense que tout va dépendre du niveau de risque que tu es prêt à prendre. Ok, intéressant. Si tu es une personne qui est plutôt fonceur, tu as confiance en toi et tu sais que derrière le travail acharné que tu peux fournir, il y aura du résultat, peu importe la ville où tu es, tu sais que tu vas réussir. Tu vois. Alors que si tu es une personne qui n'a pas trop vocation à prendre des risques, etc., et que tu préfères te sécuriser, faire les choses vraiment dans les règles, etc., là, en effet, je te conseillerais plutôt de rester en France. Mais après, encore une fois, les deux cas de figure peuvent fonctionner. Tu vois. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est aussi la peur, tu vois, la peur d'avancer qui fait en sorte qu'on a une émulation entre nous de pouvoir se dépasser, tu vois. Mais tu parles de le fait de, du coup,
Le mec qui va être plus sécuritaire, la peur du changement, la peur de l'inconnu, et le mec qui est capable de prendre des risques. Mais ce mindset numéro 1 où tu as peur de prendre des risques, est-ce que c'est vraiment le bon mindset pour espérer voir ta boîte grandir ? Non, bah forcément, non. Après, si jamais tu fais les choses dans les règles, etc., tu peux avoir du chiffre d'affaires, etc., ça c'est sûr. Tu peux commencer à gagner ta vie, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que plus tu vas avoir vocation à prendre des risques, plus en effet, tu auras des possibilités qui seront énormes. Tu vois, prendre des risques, je sais pas, tu vois une personne que tu connais depuis les réseaux, tu l'abordes, tu sais pas du tout sur quoi ça va aboutir. Peut-être qu'elle va t'inviter à un endroit, etc. Ensuite, connexion. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup trop d'exemples dans ma vie où si jamais tu y vas, tu oses y aller, et ben au final, ça déclenche des trucs. Ouais, 100%. Ça déclenche des trucs, 100%, tu vois. Et donc, et tu sais jamais de quoi, au final, demain est fait. Donc, autant se lancer. Après, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, c'est sûr. Ça dépend aussi de ta personnalité, ça dépend aussi de toi, ce que tu as pu faire auparavant, ton enfance, etc. Ça, c'est sûr. Mais c'est des choses qui se travaillent. Et voilà, je pense que prendre des risques, en tout cas, comme on dit, high risk, high rewards, plus tu fais des risques, plus tu as un gros potentiel d'avoir une grosse récompense, quoi. Ouais, ok, je comprends. Parce que moi, c'est vrai que quand je suis venu à Dubaï, j'étais pas forcément dans la situation d'y venir, de ce qu'on montrait sur les médias. Ouais. Et la première fois où je suis venu, c'est vrai que j'ai hyper dépensé. Et je pense que je suis reparti plus pauvre que quand je suis arrivé. Ouais. Cependant, je suis parti plus riche en termes de relations, en termes de possibilités, en termes d'état d'esprit, de contact, tu vois. C'est ça. Donc sur le court terme, tu perds, mais sur le long terme, tu gagnes en fait. Non, mais parce que là, maintenant, je mets Simon Corbin en Papouasie ou je le mets au fond, je sais pas, de l'Antarctique, il va savoir quoi faire. Ouais. Tu vois, parce que pourquoi ? T'es obligé de te démerder. Tu sais quoi faire, tu sais comment t'exprimer, tu sais comment lancer une offre, tu sais comment générer du chiffre d'affaires. Donc ça t'a apporté beaucoup en termes de richesse, parce que du coup, même en termes de réseau, etc. Et maintenant, tu as toutes les armes pour pouvoir performer partout. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois. Et c'est ce que je suis venu chercher moi aussi à Dubaï. Ouais, 100%. Ouais. Ok, nice. Bon, très bien. Écoute, pour moi, j'ai englobé les sujets dont je voulais te parler. C'était surtout le marketing, la vie à Dubaï aussi. Cool. Est-ce que toi, tu as d'autres sphères que tu veux pouvoir, peut-être sur les dernières minutes qui nous restent, parler, évoquer ? Ouais, après, tu vois, on peut évoquer tout l'aspect mindset au niveau des habitudes. Alors, je sais pas, toi, comment tu fonctionnes. Déjà, ça m'intéresserait de savoir un peu plus sur toi, tes habitudes, comment tu fonctionnes le matin, quelles sont tes routines, etc. Enfin, dis-nous un petit peu plus. J'ai un avis très tranché là-dessus. C'est vrai que la version de Simon, au départ, elle était matrixée sur tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle entendait. Et j'étais un peu un suiveur au départ parce que tu entends plein de choses. Non mais franchement, tu vas sur YouTube, on va te dire c'est bien de te lever le matin et d'un autre côté tu regardes une autre vidéo et on te dit non mais faut quand même t'écouter. Tu sais, c'est l'entre-deux et tu sais jamais quoi faire. C'est pour ça que je pense que de s'écouter c'est la meilleure des choses et sur le temps j'ai su m'écouter. Et aujourd'hui, je dirais que j'ai pas forcément de routine d'habitude parce que pour moi une habitude c'est quelque chose que tu vas recenser tous les matins et quelque chose que tu n'as pas besoin de penser pour le faire. Ouais. Cependant, quand je sais que j'en ai besoin, j'ai des habitudes en me connaissant que je vais faire. Par exemple, je sais que si je me lève dans un mauvais mood le matin, ça peut arriver, je reste humain, c'est pas parce que je suis un entrepreneur avec de l'argent que je peux me lever tout le temps heureux. Je sais que ce que j'ai à faire. Une habitude que j'ai très souvent pour monter en énergie dès le matin, c'est que je suis pas un grand danseur, mais j'aime la musique. J'aime la musique et donc je sais que de me lever avec de la musique, c'est pas ce que tu vas trouver sur les vidéos de motivation, mais me lever avec de la musique, faire un petit caf, m'habiller, me coiffer, me brosser les dents avec un petit peu de musique, ça va me mettre dans un mood extraordinaire. Et je sais que quand je le fais pas, mon énergie elle est différente. Ça, c'est une habitude que j'ai très souvent. J'ai aussi des habitudes malsaines ou bien, je sais pas, mais j'ai une habitude où je me mets sur l'ordi. C'est souvent, tu vois, je me lève, dans la première heure où je me lève, je suis sur mon ordi. J'essaye de travailler aussi beaucoup là-dessus, sur le fait de... Et la première heure, prends-la pour toi, que ce soit pour aller marcher dehors, que ce soit pour écrire, que ce soit pour avoir une discussion avec ta femme, appeler ta famille, envoyer des petits messages. Ça, c'est une habitude que j'essaye de prendre, mais sinon, j'en ai pas forcément trop, mis à part la musique. Ouais. Mais je sais que quand j'en ai besoin, j'ai des routines comme l'écriture qui viennent, j'ai des routines comme le sport aussi, tu vois, je viens de me remettre au sport, c'est pas régulier, mais je sais que quand je le fais, ça me fait du bien quand même. Donc j'ai pas de routine de base, mais je sais et je me connais assez pour savoir quelle routine j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, tu vois. Okay. Donc je suis plus partisan il n'y a pas de routine qui est bonne,
mais il y a des routines qui sont bonnes pour toi. Cherche à les comprendre, à les exécuter pour savoir quelles sont les meilleures pour toi, tu vois. Ok, et toi, ça marche pour toi? Moi, ça marche pour moi. Mais par contre, c'est un peu dérisoire parce que c'est vrai qu'au début, mes 2 premières années, j'avais des routines où j'étais robotique. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. J'ai un petit lac à côté de chez moi où tous les matins quand je me levais, les 2 heures après m'être levé, j'y allais. Méditation, visualisation, exercice de respiration. Tu faisais tout ça? Ouais, pendant 2 ans, Et alors, même 3 ans. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ah, mais ça a fait devenir le Simon que je suis aujourd'hui. D'accord. Ça, c'est une certitude. Ok. Cependant, ces routines-là, je les ai pas gardées parce que dans le Simon que je voulais devenir, est-ce que c'était des routines que je pouvais tenir sur le long terme? Non, c'était trop robotique. Ouais. Tu vois? Ouais. C'était trop robotique et comme j'ai un aspect voyage, liberté qui est fort, je pouvais pas le faire n'importe où, à n'importe quel moment, tu vois, à chaque lieu où j'allais. Cependant, quand tu commences le business, je pense que c'est important d'avoir ces routines un peu robotiques pour te reconditionner au succès dont tu as besoin. D'accord. Ok. Tu vois? Hyper intéressant. Mais j'étais hyper matrixé au début. Je sais que j'étais hyper matrixé. Les 2 heures de ma journée commençaient avec toujours les mêmes routines, toujours au même endroit. Et ça m'a fait devenir qui je suis, ça c'est une certitude. Mais maintenant, pour ton développement, tu as décidé de t'écouter. Ouais. J'ai décidé de m'écouter. Mais au début, je pense qu'il faut être vraiment tranchant, quitte à y aller au maximum. Et je pense qu'il y a un reconditionnement à avoir parce que quand tu es salarié et que tu vas vers l'entrepreneuriat, il y a un réel reconditionnement à faire sur ta mentalité, sur ta façon dont tu vois le monde, ta perception des choses. Bien sûr. Tu vois, il y a un gros travail à faire. Donc, autant être radicalisé au maximum dès le départ pour switcher ça rapidement. Puis après, tu es sur une vitesse de croisière, tu vois. Ouais, et tu sais ce que tu as à faire. Et tu sais ce que tu as à faire, tu te connais. Toi, je sais que tu as la routine du sport. C'est important pour toi. Est-ce que tu en as d'autres? Ouais, alors, ouais, moi j'en ai plusieurs, mais Ouais. je sais pas si je peux vraiment appeler ça des routines parce qu'au final, c'est un petit peu ancré dans ce que je fais. Par exemple, le soir, je planifie toujours justement ce que j'ai à faire pour le lendemain. Ça me permet du coup d'y voir plus clair et j'ai aussi cette expérience où avant, quand je me levais et que ça partait un peu dans tous les sens, bah, ça me mettait un peu la boule au ventre où je ne savais pas par quoi commencer, etc. Tu vois. Et donc ça change beaucoup, vraiment planifier la veille ce que je dois faire pour le lendemain. J'essaye aussi de me lever sans toucher à mon téléphone tout de suite parce que c'est très vite, le bouton vers Instagram, le bouton vers Explorer, Story, ce que tu veux, c'est très vite. Et moi, ce que je peux remarquer, en tout cas, c'est sur moi en tout cas, si jamais je vois des choses négatives le matin au lit, il y a 80% de chances que ma journée se passe négativement. 100%. Parce que voilà, ça mature quelque chose dans mon esprit et puis du coup, voilà, je sais que je me lève du mauvais pied, etc. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, j'essaye de, voilà, pas de téléphone au début. J'essaye de, voilà, pas trop répondre justement aux messages tôt le matin. Juste le temps d'émerger, marcher un petit peu et ensuite commencer à entamer ma journée et que justement, quand j'ouvre le PC, je sache exactement quoi faire et que je mette pas mon énergie un petit peu où il faut pas. Parce que tu vois, c'est vite arrivé sur un petit truc où tu étais bloqué, tu as passé 2 heures dessus, 100%. alors qu'il y avait des choses qui étaient beaucoup plus importantes. Et comme on dit souvent, tu vois, les 80-20, donc 20%, tu connais la formule. Loi de Pareto, ouais. L'idée, c'est de concentrer sur ce qui a de la valeur et sur ce qui potentiellement peut plus te rapporter. Donc moi, j'essaie en tout cas d'appliquer cette règle à mon business. Je le faisais pas tout le temps parce que moi aussi, j'avais un peu, tu vois, la tendance à tout vouloir faire, mais tout en même temps. Tu vois. Et au final, tu sens que ça te dessert, même sur 100%. La suite. Ça te dessert sur la suite. Donc autant prioriser et autant voilà, foncer là où tu sens que tu as un impact, de la valeur. Après, c'est sûr que tu sais, maintenant je travaille avec une équipe, ils fournissent du travail. Parfois, le travail, bah, il ne peut pas correspondre aussi aux clients. Donc, dans l'idée, il faut aussi se remettre en question et aussi essayer de se mettre à leur place pour rebriefer, pour redonner un petit peu, tu vois, l'essence même de toi, les valeurs que tu vas apporter dans ton agence pour pouvoir inspirer et aller plus loin, quoi, tu vois. Donc, mais il y a un point commun, là que tu me dis, je pense que ça va bientôt s'arrêter, mais il y a un point commun que je remarque, c'est que la manière dont tu commences tes journées est hyper important. Moi, ça peut être avec de la musique, toi, ça peut être sans téléphone et peut-être aller marcher, tu nous as expliqué. Mais il y a un point commun qui se relie ici, c'est que commencer sa journée avec de la positivité, avec des bonnes pensées, avec la bonne énergie, ça va enclencher l'avenir de ta journée. C'est pour ça que c'est vrai que moi, quand je parle à mes équipes et quand je m'adresse à mes équipes et que je les ai potentiellement le début de journée au téléphone, c'est important pour moi de savoir comment tu te sens aujourd'hui, comment tu démarres ta journée. Parce que ça va enclencher
la suite de la journée à 100 000 %, tu vois. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, moi, j'y crois beaucoup, moi, au faire plus 1% tous les jours. Ouais. En fait, si tu te dis que sur toute l'année, bon, allez, t'as 365 jours dans l'année, si tous les jours, vraiment, si tous les jours, tu te forces à faire tout ce qu'il faut dans les règles, normalement, tu as toutes les chances, tu vois, de pouvoir réussir dans ce que tu fais. Ouais. Mais il faut juste se dire que tous les jours, c'est une opportunité pour toi de faire mieux. Et prendre ce jour-là au sérieux, tu vois, parce que celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, ça va faire un enchaînement 100%. qui sera totalement exponentiel. Et donc, du coup, tu seras meilleur, tu finiras par être une meilleure personne, à avoir de meilleurs résultats, à être plus performant, tu vois. Donc, moi, j'y crois beaucoup, en tout cas, à ça. Ouais, carrément. Faire les choses suffisamment longtemps pendant une certaine période de temps. Et cette régularité fera que tu arriveras à un certain résultat. Je pense que c'est, dans tous les cas, des petites choses accumulées les unes après les autres qui vont faire des gros changements. Exactement. Parce que c'est vrai que les gens sous-estiment des petits changements. C'est tout de suite un gros changement, des grosses décisions. Non. Mais c'est pas ça en fait. C'est des petites décisions, petits changements cumulés qui vont faire le grand changement et le grand détail. Et c'est pour ça qu'on a l'impression, tu vois, même quand on regarde les vidéos, j'ai été comme toi aussi, je regardais beaucoup de vidéos de motivation, etc. Tu te perds en fait. Tu te perds. Tu te perds surtout quand souvent quand tu regardes ça, il est 2h, 3h du matin. Et tu vois, nous, on a ce petit push de dopamine à 3h. Oh putain, vas-y, c'est bon, là, j'y vais, je vais lancer un nouveau truc, etc. En fait, non, tu as juste à faire un peu mieux tous les jours. Et en restant toi-même, en accord avec tes valeurs, etc. Mais rien qu'en faisant ça, déjà, toi, tu vas être mieux, tu vas être une bonne personne, meilleure personne, tu vas être plus posé, tu vas aborder les choses avec sérénité. Et plus tu vas avancer, plus tu vas t'améliorer et plus tu vas te rapprocher de la personne que tu veux être. Tu vois. On est humain, tu vois, on a encore des. Je pense aussi que tu as des objectifs qui sont hyper élevés, moi aussi, c'est sûr, mais plus on va avancer et plus tu vas essayer de t'y tenir à ça, plus tu auras des chances de la tenir. De toute façon, un mentor m'avait dit quelque chose d'hyper intéressant et qui me fait de plus en plus sens tous les jours, au vu de la maturité que je prends, c'est. Il me disait, Simon, ton business, c'est une extension de toi-même. Ça veut dire qu'avant de travailler sur ton business, il faut travailler sur toi. Parce que dans tous les cas, tu atteindras un plafond de verre dans ton business si tu es plafonné au niveau de ta personne. Et souvent, quand on se lance sur le business, on l'oublie. Mais le réel pourquoi, avant de faire des millions, avant d'impacter des gens, avant de faire ceci, cela, d'être quelqu'un sur le marché, c'est d'être aussi une meilleure version de toi-même, d'être un meilleur être humain, d'être un meilleur homme pour ta famille, ta femme, tes futurs enfants, tes parents. Et souvent, on l'oublie dans le process et on se dit, ouais, les chiffres. Mais le pourquoi réel, c'est aussi toi, quoi. Mais toi, justement, en parlant de pourquoi, c'est quoi ton réel pourquoi ? C'est quoi qui t'anime exactement ? Alors, forcément, je pense qu'il évolue au fur et à mesure. Mais le pourquoi numéro 1, qui est toujours le même aujourd'hui de ce pourquoi je me suis lancé, c'était même pas pour moi au départ, c'était pour ma mère. C'était pour ma maman, parce que tu sais, il y a les pourquoi émotionnels et les pourquoi rationnels. Moi, c'est beaucoup le pourquoi émotionnel qui me pousse. C'était par rapport à ma mère. J'ai une grande envie de pouvoir la faire voyager, de lui faire goûter à ce style de vie qu'elle n'a pas pu s'offrir toute seule. Non pas qu'elle n'est pas capable, mais peut-être qu'elle ne voyait pas les opportunités potentielles qu'elle pouvait saisir auparavant. Mais pour moi, le plus important, c'est de pouvoir vivre des expériences avec ma famille. Et si ma famille ne peut pas s'offrir les expériences, j'étais ce point qui pouvait faire en sorte qu'on pouvait les vivre ensemble. Donc tu vois, ça a été le premier pourquoi émotionnel, faire vivre des expériences à moi-même et les faire vivre à ma famille, garder un maximum de souvenirs. Et si je pense au rationnel, très simple en fait, je pense que c'est ne pas regarder le prix en fait. C'est aussi vraiment important pour moi de me dire, j'ai envie de partir à Mykonos en août, je vais pas me prendre une petite villa au fin fond du jardin d'un mec qui le loue alors que je suis à Mykonos. Si j'ai envie d'un truc en face la mer avec ma piscine privée et être cool avec ma femme, je le fais. Mais ça a un prix. Et la réalité, c'est que la seule chose qui peut te le payer, c'est l'argent, tu vois. Donc ça, c'est plus le pourquoi rationnel. Et je sais que dans le salariat, de façon, dans tous les cas, je pouvais me l'offrir, mais c'était quelques fois dans l'année. Voire une. D'accord, ok. Là, je pouvais me l'offrir autant de fois que je le voulais au moment où je le voulais, comme bon me le semblait. Tu vois. Donc c'est surtout pour ça, et c'est une quête à toujours plus. Alors, j'ai atteint un niveau où aujourd'hui, je pourrais certainement m'arrêter, mais il y a aussi un moment où je pense, quand tu es dans le business, où tu te dis, ça devient tellement un jeu que c'est amusant, donc t'as pas envie de t'arrêter, t'as juste envie de passer les niveaux du jeu, tu vois. Plus que l'argent, même si ça reste important. Ok, hyper intéressant. Ça serait quoi, toi, les pourquoi ? Alors,
Moi, mon gros pourquoi, ça va être justement ma famille, Ouais. en premier lieu. Si je fais tout ça, c'est... Souvent, j'ai pour ma l'impression famille. que ça, c'est... Ouais, toujours. Ouais. C'est vraiment pour ma famille, voilà, pour faire en sorte qu'on ait des meilleures conditions, qu'on ait une meilleure vie, en fait, Ouais. tout le monde, tu vois. Et ensuite, tu as forcément les pourquoi, déjà liberté géographique et liberté temporelle, tu vois. Je pars du principe qu'on n'a pas forcément été créé pour voilà, bosser toute notre vie, Ouais. voilà, comme on dit souvent, le 9 to 5, de 9h à 17h, Ouais. etc., avec des conditions que tu n'aimes pas, un travail que tu n'aimes pas, tu vois. Je pense qu'on n'a pas forcément été créé pour ça. Et je pense que on a beaucoup à apporter à ce monde, mais tu vois, de manière individuelle, tu Ouais. vois, parce que chacun entre nous, on a quelque chose de fort qu'on peut inculquer, qu'on peut montrer aux gens. Et je trouve que ça serait dommage de ne pas laisser ce que tu as. Je trouve que ce serait dommage de ne pas laisser ce que tu as à l'intérieur de toi s'exprimer Ouais. et justement inspirer, tu vois. Donc je pars du principe que on a tous quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre, et ce serait dommage de, tu vois, de passer à côté et de ne pas apporter ça. Et moi, j'aimerais bien, à mon niveau, impacter un maximum de gens positifs, tu vois, Ouais. déjà être une meilleure personne, etc., tu vois, à prendre soin de soi, prendre soin de ses proches, sa famille, etc., parce que moi, je me force à l'être. Et voilà, j'aimerais en effet pouvoir inspirer et surtout pouvoir aider aussi les autres, Ouais. pouvoir en venir voilà, aux gens qui en ont besoin, etc. Tu vois, c'est quelque chose qui m'anime vraiment, Ouais. voilà, plus que les folies des grandeurs, etc. Ouais, C'est je cool, vois. hein. Enfin, voilà, c'est top. Mais plus tu avances, et en effet, plus tu mûris aussi. Ouais. Et puis tu te dis qu'au final, l'essentiel, c'est quoi? Ben, l'essentiel, c'est l'humain, finalement, tu vois. Donc faire vivre des expériences à l'humain, apporter quelque chose à l'humain. Et quand tu as le retour de l'humain, c'est encore mieux. Quand tu Ouais. vois des gens qui sont heureux autour de toi, quand tu vois des gens qui sont contents de ce qu'ils font, etc., tu vois, il n'y a pas meilleur. Ça, c'est vrai que Il n'y a pas meilleur. Voilà, ce que tu identifies là, c'est hyper intéressant. Et je pense que ça le fait à beaucoup de gens, c'est que tu préfères offrir aux autres que t'offrir à toi-même. Ouais. Et c'est vrai que quand tu es limité, Ouais. tu peux difficilement offrir aux autres. Mais c'est vrai que l'essentiel d'avoir un sourire ou de faire vivre une expérience à quelqu'un et de voir son bonheur, Voilà. c'est 10 fois mieux qu'atteindre tes premiers 10 000 euros. Voilà, Tu vois, c'est ça. C'est une autre sensation. C'est une autre sensation. C'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus ancré, c'est Ouais. beaucoup plus. Enfin, tu le retiens plus, tu vois. Et moi, c'est ce genre de sentiment que je veux avoir. Ouais. Le sentiment de donner de la positivité aux gens, de faire en sorte qu'ils soient heureux, tu vois. Et ça m'anime beaucoup plus que folie des grandeurs, Ouais. etc. Voilà. Et il y a un truc dont tu as parlé, juste pour finir, qui est hyper intéressant, c'est que souvent, on se limite à cette normalité quand on commence et Ouais. on vit dans une société où c'est normal. Hein. Enfin, Ouais. on fait en sorte de nous faire croire que c'est normal, que on doit se contenter que de ça. Ouais. C'est-à-dire que tu vas au travail, tu as un salaire et c'est déjà bien. Voire c'est le Graal. Et tu vois, tu disais ça, on n'est pas fait pour ça. Mais il y a peu de gens. Je pense que quand tu es petit, tu as beaucoup de rêves et petit à petit, la société, le monde fait que on t'empêche de rêver, tu vois. Et je pense que ce qui est le plus important pour un être humain qui perd espoir aujourd'hui, c'est de continuer à rêver. Tu vois, Ouais. cette âme d'enfant de hey, souviens-toi quand t'es des gosses que tu voulais peut-être être pompier, aider le monde entier, éteindre des feux ou, je sais pas, aider des gens à travers le monde. La société ne doit pas t'empêcher de rêver. Ouais. Ces rêves, tu peux toujours les garder et ils peuvent toujours exister en fait. Ouais. Et c'est vrai que on nous laisse sur notre faim et souvent, si on ne va pas chercher par nous-mêmes l'information ou si on ne sort pas de ce qu'on croit normal, bah, cette normalité s'arrête à je vais au taf, je rentre, j'ai mes week-ends et c'est déjà bien. Ouais. Mais derrière ce c'est déjà bien, il y a un autre monde en fait, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu te cantonnes finalement à ce que tu as, quoi. Alors que tu pourrais être beaucoup plus, tu Ouais. vois. Et ça, il faudrait vraiment que, en tout cas, les gens, si jamais j'ai vraiment un message à donner là, aujourd'hui, c'est que chacun, on peut devenir beaucoup plus que ce qu'on pense. Ouais. Tu vois. Et ça, faut en prendre conscience. 100%. En fait, il y a la normalité que la société veut te donner, Ouais. mais tu peux aussi faire ta normalité avec tes règles. Exactement. Et c'est dans ce monde-là que tu pourras t'épanouir. Exactement. Ouais, 100%. Bon, génial. Je vois les filles derrière la caméra là qui sont comme ça. Ouais. Est-ce que tu as un dernier message pour les gens qui nous regardent ou également où est-ce qu'on peut te suivre pour les Ouais, gens en effet, dernier message, en effet, j'ai une chaîne YouTube. Ouais,
chaîne YouTube voilà, où je vais partager pas mal de choses. Ensuite, disponible sur Instagram. Mais de toute façon, je te donnerai tous les... On mettra, le monteur fera ça. Toutes les infos. Et voilà, peu importe ce que c'est, peu importe ce que vous faites, juste faites-le et aimez ce que vous faites, tu vois. Donc moi, ce serait mon message, en tout cas, pour cette fin. Ok. Eh bien, merci Manu de pouvoir être venu sur cette chaîne. Merci à vous qui êtes restés jusqu'à la fin du podcast. Commentez juste en dessous de la vidéo ce que vous avez préféré, si vous, ça vous fait sens, ou ce que vous aimeriez voir d'autres, ou comme sujet, ou d'autres intervenants sur cette chaîne. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te recevoir, Manu. Et puis, on se revoit très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao. Nice. Super.